Le 16 juillet 2023, au Lakeside Veterans Memorial Park, à Forest Lake, ce qui avait commencé comme un face-à-face tendu entre deux groupes d'adolescents a rapidement dégénéré en chaos. Les caméras ont capturé des cris, des armes qui brillaient, et une Mazda blanche zigzagant dangereusement près de la foule. Quelques secondes plus tard, elle a accéléré droit sur Darisha Bailey, 17 ans. Elle a été percutée, écrasée 2 fois et laissée à lutter pour sa vie, tandis que son frère criait à l'aide. Les ambulanciers sont intervenus, mais il était trop tard. Darisha est décédée sur place, ses rêves de remise de diplôme et de devenir vétérinaire volés en un instant. Mais ce n'était qu'un cas parmi d'autres. Des parcs aux écoles, des bibliothèques aux rues de la ville. Ces moments bouleversants montrent à quelle vitesse des soirées ordinaires peuvent tourner au cauchemar. Et juste quand on pense avoir tout vu, le dernier cas vous laissera complètement bouleversé. Commençons donc par le numéro 1. Cela devait être une balade ordinaire sur l'un des tronçons de route les plus emblématiques du pays. Un chemin sinueux et traître, connu sous le nom de The Dragon, avec 318 virages sur seulement 17 km de la US Route 129. La route longe la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord et attire des motocyclistes du monde entier. Le matin du 15 octobre, Kevin Dippenbrock, 41 ans, et son ami Philippe Polito, 29 ans, roulaient ensemble sur ces virages. Mais quelque part près du kilomètre 4, les choses tournèrent mal. Très mal. Polito freina brusquement, et Kevin, roulant juste derrière, ne put pas réagir à temps. Sa moto percuta celle de son ami et, en une fraction de seconde, les 2 motards furent projetés hors de la route, par-dessus la rambarde, et dévalèrent un ravin escarpé. Philippe atterrit en premier, à environ 15 mètres de hauteur, et mourut sur le coup. Kevin tomba encore plus bas, à plus de 30 mètres dans le ravin. Mais d'une manière ou d'une autre, il survécut. Avec 2 poumons perforés, 12 côtes cassées et des fractures légères dans la colonne vertébrale, Kevin resta immobile sur le sol de la forêt, saignant et à peine capable de bouger. Il ne savait pas si de l'aide arriverait. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre et documenter ce qu'il pensait être ses dernières heures. Hey everybody. That's all I can really say. About 10:30 this morning. Been laying here ever since. About 50 feet down in the ravine. Just want to say I love you guys. Sorry it's being stupid, but you know that's what I do. Mom, Dad, love you. Courtney, love you. Kurt and Marnie, Karen, Matt, love you guys. Take care. I think I got a broke sternum, ribs, maybe back. I love you guys. Take care of the puppies for me too. Give Kimber and Ruger lots of love for me. And Rocco, Notch, and Kimber. Rocco, Notch, and Tango. I miss you guys. See you soon. Avec son téléphone, Kevin commença à enregistrer des messages pour sa famille. Les images, récupérées plus tard par les médias locaux, montrent un homme en état de choc, souffrant et le cœur brisé. Hey, 7 o'clock. Trying to use my flashlight to wave somebody down. I think I moved. I think I tried getting up. I think I passed out. Definitely punctured some lungs. Oh, love you guys.
Man, I could use a drink of water. They're just like 50 feet away. Alright. Love you. Love you, Courtney. Love you, Mom, Dad. Hey, yeah. Take care. Hey. I'm at 10% body, 10% battery. It's 11 o'clock. Man, I wish you would call Tennessee and tell them you got a husband out there that hasn't checked in since 10:30 in the morning. I love you. I don't know what to say. Hopefully be able to sleep and catch a state trooper in the morning. I love you. Good night. Love you, sweet dreams. Dans la dernière vidéo, l'écran est complètement noir. La voix de Kevin est à peine audible. « Je t'aime », répète-t-il, comme s'il doutait d'avoir une autre chance. Au-dessus de lui, des centaines de motos passaient tout au long de la journée. Il pouvait les entendre, parfois si près qu'on aurait dit qu'elles étaient à quelques mètres seulement. Mais personne ne pouvait le voir. Personne ne savait qu'il était là. Il cria. Il appela le 911. Il envoya des messages textes qui ne passèrent jamais. Et puis, près de 30 heures après l'accident, quelqu'un finit par l'entendre. Un groupe de motards s'arrêta et contacta les autorités. Les équipes d'urgence du comté de Blount intervinrent immédiatement. Le chef adjoint Jerry Phillips déclara que c'était un miracle que quelqu'un l'ait entendu. Le sauvetage n'était pas simple. Il fallut 6 intervenants, du matériel d'escalade spécialisé et plusieurs allers-retours sur la pente abrupte juste pour le stabiliser. Kevin était vivant, mais à peine. Lorsqu'ils l'atteignirent, la première question qu'il posa fut « Et mon ami ?» Il fut héliporté vers un hôpital à proximité dans un état critique où les médecins confirmèrent l'ampleur de ses blessures, côte cassée, fracture de la colonne vertébrale, poumons perforés et contusion profonde de la tête aux pieds. Kevin est toujours en convalescence, mais il est vivant et profondément changé par ce qui s'est passé. N'oubliez jamais de dire aux gens que vous les aimez, déclara-t-il lors d'une interview ultérieure. C'est tout ce à quoi je pensais quand j'étais là-bas. On ne le dit jamais assez. On ne passe jamais assez de temps avec sa famille, ses parents. On ne passe jamais assez de temps avec les gens proches de soi. Et c'est vrai. Parce que sur une route sinueuse qui a coûté des dizaines de vies au fil des années, Kevin Diepenbrock a été terriblement proche de devenir un simple nom sur la liste. Au lieu de cela, il est reparti avec une histoire et une seconde chance. C'était déjà assez incroyable, mais le prochain rebondissement pourrait bien être le plus étrange de tous. En décembre 2016, un amateur de sensations fortes brésilien nommé Fabio Ezojorez se préparait à accomplir quelque chose qui allait repousser ses limites comme jamais auparavant. Il avait 36 ans, était connu pour sa quête d'adrénaline, et cette fois, il avait choisi de se lancer dans un saut à l'élastique de 40 mètres depuis un pont ferroviaire à São Paulo. Mais ce n'était pas un saut ordinaire. Fabio avait prévu de filmer l'intégralité de l'exploit. Dans la vidéo, on peut le voir debout avec sa femme, son fils de 6 ans et son frère. Tous étaient au présent pour l'encourager. Ce devait être un moment fort pour Fabio, peut-être même le point culminant de sa carrière de cascadeur. Il était tellement confiant et préparé qu'il avait même envisagé de sauter avec son fils à un moment donné. Finalement, il y renonça. Lorsque le moment arriva, Fabio plongea tête la première depuis le pont. Et c'est là que tout a mal tourné.
Ah, vai arrumar agora? Não, tô voando do céu. Vai quando eu falar, tá? Beleza. Abre o braço aí e tá na frente. Nossa senhora, falei, caralho. Sabia que ia dar merda. Ah, não acredito, gente. O que aconteceu? Vai tomar no cu, caralho. Ah, non, gente. O que aconteceu? La corde attachée à sa cheville ne rebondit pas. L'équipe professionnelle qu'il avait engagée pour tout installer avait commis une erreur fatale. Ils avaient complètement mal calculé la longueur de la corde. Et sans aucune résistance pour arrêter sa chute, Fabio s'écrasa contre le sol juste devant sa famille. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital, mais il était déjà trop tard. Le traumatisme causé par l'impact l'avait tué sur le coup. Les images filmées par Fabio devinrent des preuves cruciales dans l'enquête. Elles montraient, sans aucun doute, que l'équipe responsable de l'installation avait complètement mal évalué la mécanique du saut. Une erreur qui coûta la vie à un père, un mari et un frère. Tu penses que c'était déjà intense ? Ce qui suit est encore plus incroyable. Le 14 septembre 2023 avait commencé comme une journée ordinaire pour ce policier à Youngstown, dans l'Ohio. Mais tout a basculé lorsque Keishon Sims, âgé de 26 ans, est entré dans le commissariat. Welcome, get finished. Manifestation? Yes, manifestation bullshit. Okay, I'm not exactly sure what you're talking about. You need to talk to like a chief or something. The chief only talks to people if they make an appointment. Ce n'est pas un Starbucks. On ne peut pas simplement entrer dans un commissariat et exiger de voir le chef de police. Mais Keishon ne comprenait pas cela et n'arrêtait pas de dire à l'agent d'appeler le chef. Pendant ce temps, l'officier se rendait bien compte que quelque chose n'allait pas avec Keishon. Il était soit sous l'emprise de la drogue, soit ivre, soit en plein épisode de crise psychologique. Alors, il a tenté d'appeler quelqu'un qui pourrait réellement lui venir en aide. She's not in her office. Yeah, but everybody you need to talk to, that you want to talk to, are, you have to make an appointment to see them. Well, that's the way it's going to be. You can say no all you want. I'll stand there. Okay. I have someone who actually needs help. Can you have him? Sir, don't be difficult. Just, there's no one that will talk to you. Probably will. No, Yeah. because you're talking about some kind of manifestation. It's that, you know what that tells me? What? That you're mental. You're retarded. Say that shit again. You're mental. Come say it to my face. Défi relevé. Say it. You have to leave now, sir. Or what? You have to leave now, sir. Call someone right the f***. I'm not calling anyone. Yeah, you you are. have to leave. Why? Leave. Make me leave. Leave. Make me leave. Make you leave? Yeah. Make me leave. Make sure this is on. You have to leave, sir. Make me leave. Say that shit again. You called me retarded. Say that shit again. You're mental. Mental, bro. Yeah. Think I'm playing, bro? Huh? Ain't nobody mental. Call somebody so I can talk to someone. Get off me. Say that again. Say that again. We can do this all day. Yes, we can. Yeah. Yeah. Bullshit.
He came in wanting to speak to somebody over me, and he starts talking about some kind of manifestation happening. Exactly. So I told him, Exactly. nobody's going to talk to you because you're acting like a mental. No, He got mad because I called him mental. Exactly. Hi. We got him. We're probably going to need a transport, Probably and he wrong. does have some mental health. No, I don't. All right, bro. All right, we're going out the front door. Come on. You gonna fix these handcuffs, Come on. right? Avec Keishon enfin maîtrisé, la police put finalement fouiller la voiture dans laquelle il était arrivé ce jour-là. À l'intérieur, ils découvrirent un pistolet chargé, ainsi que 25 cartouches supplémentaires éparpillées dans le véhicule. La seule chose qu'il réussit à manifester ce jour-là fut un voyage direct vers la prison du comté de Mahoning. En juin 2024, Keishon plaida coupable d'avoir agressé un policier et fut condamné à 3 ans de probation. Il doit désormais prendre tous les médicaments qui lui sont prescrits et lui est interdit d'entrer en contact avec la police de Youngstown. Dans la nuit du 19 janvier 2019, un chauffeur Uber nommé Albert Castro a pris en charge un passager dans un bar de Citrus Heights, en Californie. Ce passager était Chu Wang, âgé de 32 ans. Il avait passé de longues heures à faire la fête dans ce bar et était complètement ivre. Cependant, transporter des passagers en état d'ébriété depuis des bars faisait partie de la routine quotidienne d'Albert, donc il n'y prêta pas vraiment attention. Ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, c'est que prendre Chu à bord allait bientôt mettre sa vie en grave danger. Heureusement, il a filmé toute la scène grâce à sa caméra de bord. Au départ, tout semblait assez normal. Chu était assis sur le siège passager avant et essayait de discuter avec Albert dans son état d'ivresse. Mais soudain, il s'est mis à paniquer et à dire des choses comme « Tu vas avoir un accident ». Albert tenta de le calmer et le rassura en lui expliquant qu'il n'allait pas s'écraser. Ce qu'Albert n'avait pas compris, cependant, c'est que Chu ne craignait pas pour sa propre sécurité. En réalité, il était en train de proférer une menace, car, quelques secondes plus tard, il fit ceci. Il attrapa le volant et le tourna de son côté, en voyant la voiture dévier sur 2 voies différentes, alors qu'il roulait à 105 km/h sur l'autoroute Business 80. C'était un miracle qu'ils aient réussi à éviter de percuter d'autres véhicules. Heureusement, Albert réagit rapidement et reprit le contrôle du volant avant que la situation ne devienne encore plus dangereuse. Mais alors qu'il pensait que les choses s'étaient les calmées, Chu tenta une nouvelle attaque, cette fois en se jetant de tout son corps sur le volant. Where we at? Where we at? Mac Road, man. We're going toward Mac Road. Yeah, where we at? You gotta let go of my hand, bro. Think so. Where we at? We're heading downtown. We're going to South Sac. Man. We're gonna go. You gotta let go, man. No, we're gonna go crazy. Albert dut mobiliser toutes ses forces pour empêcher Chu de provoquer un accident potentiellement mortel. Et même si Chu finit par perdre connaissance et cessa de se débattre pendant quelques secondes, il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne tente à nouveau d'atteindre le volant. I love you, brother. I love you, brother. We're not gonna die, man, but you gotta let go. No, I love you, brother. I love you, brother. You gotta let go, man. I love you, brother. Malheureusement, à ce stade, ils étaient déjà à l'arrêt, mais en plein milieu de la route. Ce qui rendait la situation encore plus troublante, c'était l'absence totale de conscience et de remords de Chu face à ce qu'il venait de faire. On l'entend même dire « On va mourir », comme si de rien n'était. Après avoir repris son souffle quelques instants, Albert réussit enfin à appeler la police et à expliquer sa situation. Ma'am, I'm in the middle of the freeway. I have a drunk Uber passenger grabbing my steering wheel. No. We're just south of 99 and 50. Chu fut arrêté et plus tard inculpé pour conduite en état d'ivresse, DUI, après avoir tenté de prendre le contrôle d'un véhicule en mouvement sous l'influence de l'alcool. Je n'ai pas pu trouver de rapport concernant la condamnation qu'il a reçue, car il s'agit d'une affaire assez particulière, qui n'a pratiquement pas été couverte par les médias. Mais étant donné que les preuves vidéo montrent clairement son acte, il y a de fortes chances qu'il ait été reconnu coupable d'un crime grave, felony, et qu'il n'ait plus jamais le droit de conduire.
il reste tout de même troublant d'imaginer ce qui aurait pu arriver si Albert n'avait pas eu les bons réflexes pour arrêter Chu avant qu'il ne parvienne à provoquer un accident. Le 9 octobre 2017, le FBI fut impliqué dans l'une des journées les plus sombres que l'Université Texas Tech ait jamais connue. Un étudiant de première année, âgé de seulement 19 ans, réussit à faire passer en contrebande une arme à feu volée, à passer plusieurs fouilles, à s'asseoir menotté dans une salle de briefing de la police et à tirer mortellement sur l'officier Floyd East Jr., un homme qui faisait simplement son travail. Ce qui suivit fut une vague d'incrédulité, de panique et de chagrin qui se répandit bien au-delà du campus, laissant les enquêteurs fédéraux et la police locale face à une question troublante. Comment cela a-t-il pu arriver? Tout commença vers 1h du matin ce jour-là, lorsque Hollis Daniels III, un étudiant en difficulté originaire de Seguin, au Texas, fut accusé d'avoir volé l'arme d'un ami. Les images des caméras corporelles montrent son premier contact avec la police cette nuit-là. Les officiers l'arrêtèrent et effectuèrent une fouille rapide. « Vous avez des armes sur vous » demanda l'un d'eux. « Non » répondit Daniels. Les officiers ne trouvèrent rien. Ils demandèrent à fouiller sa voiture, mais Daniels refusa nerveusement. Sans motif probable suffisant pour obtenir un mandat, ils le laissèrent partir. Plus tard, Daniels admit à la barre que l'arme volée se trouvait dans sa ceinture tout le temps. À chaque palpation des policiers, l'arme glissait plus bas le long de son pantalon, juste assez pour échapper à la détection. En milieu de matinée, Daniels était de retour dans son dortoir à Talkington Hall. Ses colocataires rapportèrent avoir entendu un coup de feu. Quand les officiers de Texas Tech arrivèrent pour vérifier son bien-être, ils trouvèrent un trou de balle dans le mur, des objets liés à la drogue et des pilules éparpillées dans la chambre. Daniels revint pendant que les officiers étaient à l'intérieur. Il tenta de se faire passer pour un colocataire nommé Andre, mais le mensonge s'effondra instantanément. L'officier Floyd East Jr. le menotta, le palpa à nouveau et l'escorta jusqu'à une voiture de patrouille. Les caméras embarquées capturèrent le court trajet jusqu'au poste de police. « Je vais transférer un courrier. Essayez de me débarrasser de quelque chose, je vais vérifier avant qu'on vous emmène, » radio East. Mais encore une fois, l'arme passa inaperçue. Un bruit sourd sur la vidéo, qu'East pensait être simplement les menottes, était en réalité le pistolet glissant encore plus bas dans le pantalon de Daniels. Au poste de police de Texas Tech, Daniels semblait coopératif. La procédure standard permet souvent de retirer les menottes dans une pièce sécurisée si le suspect est calme. L'officier East le plaça dans une petite salle de briefing, s'assit à côté de lui et commença les papiers d'enregistrement. Les deux restèrent seuls près d'une demi-heure. Les images de surveillance montrent Daniels se tortillant sur sa chaise, tendant à plusieurs reprises la main vers le bas de son pantalon. À 19h40, la crosse de l'arme apparut à l'écran. 4 minutes plus tard, Daniels posa 3 questions simples à l'officier East. Famille à la maison? Enfant? Quel âge? Quelques instants après, il appuya sur la gâchette. Le coup résonna dans le poste. East, âgé de seulement 48 ans, s'effondra instantanément. Daniels s'enfuit de la salle, arme en main. L'appel qui suivit glaça le sang. « Officier touché. Il a été abattu dans notre salle de briefing. Nous ne savons pas où est passé le suspect. » L'université Texas Tech passa immédiatement en confinement. Les étudiants se barricadèrent dans les salles de classe. Les parents appelaient frénétiquement leurs enfants. Les sirènes retentissaient à travers l'UBOC, alors que policiers locaux, sécurité du campus et agences fédérales convergeaient sur les lieux. Pendant près de 2 heures, le campus fut paralysé par la peur. Finalement, Daniels fut localisé et placé en détention sans violence supplémentaire. La question qui hantait tous les esprits: comment un étudiant avait-il pu faire passer une arme à travers 2 palpations et l'introduire dans un bâtiment policier? À la barre, Daniels s'expliqua lui-même. Son pantalon était trop grand. À chaque palpation, les mains des officiers manquaient l'arme de quelques centimètres. Quand il fut menotté dans la voiture de patrouille, il réussit à repositionner l'arme contre sa jambe et à la cacher à nouveau. Une fois assis dans la salle de briefing, elle était à portée de main. Les images montrèrent tout. Ses gestes nerveux, la crosse dissimulée, l'explosion de violence soudaine. Pour le jury, il n'y eut aucun doute. Daniels fut condamné pour meurtre au premier degré d'un officier de paix et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Dans ses remarques, la veuve de l'officier East,
Carmen décrivit le vide laissé dans sa vie et celle de leurs 2 filles. « Il m'a embrassé en disant au revoir ce matin-là. Je n'aurais jamais pensé que ce serait la dernière fois, dit-elle en larmes. » Pour Texas Tech, la fusillade déclencha des changements immédiats, révision des procédures d'arrestation, mise à jour de la formation sur l'usage des menottes et les fouilles, et règles renforcées pour les suspects à l'intérieur des bâtiments policiers. Pour le FBI, l'affaire fit partie d'une étude plus large sur la sécurité des officiers. Un rappel sombre que même de petites erreurs dans les protocoles de fouille peuvent coûter des vies. Les images de Daniels, assis calmement à côté de l'officier East pendant 28 minutes, tout en manœuvrant secrètement l'arme, furent ce qui choqua le plus les enquêteurs fédéraux. Ce n'était pas une embuscade soudaine, ni une poursuite chaotique. C'était une trahison silencieuse dans ce qui aurait dû être la salle la plus sûre du campus. Même les agents chevronnés décrivirent la scène comme glaçante. L'idée qu'un adolescent pris avec des drogues et des mensonges puisse s'asseoir en face d'un officier expérimenté et poser calmement des questions sur sa famille avant de tirer, c'était la cruauté à l'état pur. Aujourd'hui, l'histoire de l'officier Floyd East Jr. est racontée non seulement dans les tribunaux et les médias, mais aussi dans les programmes de formation policière à l'échelle nationale. Son nom est gravé sur des monuments commémoratifs, son numéro de badge appelé lors de cérémonies, avec les mots solennels « End of Watch ». Le 9 octobre. Pour les étudiants de Texas Tech, sa mort est un rappel du sacrifice. Pour les officiers, c'est un appel à la vigilance. Et pour le FBI, c'est la preuve que, même dans les situations les plus routinières, le danger peut se cacher en plein jour, silencieux, jusqu'au moment où il ne l'est plus. Depuis 2015, les navires de croisière sont devenus bien plus qu'un simple refuge flottant pour les vacanciers. Ce sont de véritables villes miniatures, remplies de food courts, spas, casinos, piscines et de milliers d'inconnus naviguant ensemble sur les eaux ouvertes. Mais parfois, ces voyages parfaits se transforment en autre chose, quelque chose de plus sombre. Au début du mois de novembre de cette année-là, une femme et son mari embarquèrent à bord de l'Oasis of the Seas pour ce qui devait être une croisière d'anniversaire relaxante à travers les Caraïbes. Et pendant les premiers jours, ce fut effectivement le cas. Ciel ensoleillé, eau bleue étincelante, visites matinales au spa, cocktails au bord de la piscine. Le genre de voyage que l'on réserve pour oublier le monde. Mais tout cela a changé au milieu de la nuit, vers 1h le vendredi 6 novembre. Sans avertissement, le gigantesque navire s'est arrêté complet au milieu de l'océan. Quelques minutes plus tard, il a commencé à tourner lentement. Au début, la plupart des passagers dormaient. Mais à l'aube, des rumeurs avaient déjà commencé à se propager du balcon au balcon. Quelqu'un était tombé par-dessus bord, et tout avait été enregistré. Jetons un coup d'œil, et soyons avertis. Ces images peuvent être dérangeantes pour certains téléspectateurs. Stop yelling! Let them work! You don't touch me! Because of you this happened, because I stepped out the door. Let go of me. Until he's on board, I'm not going anywhere. Let go of me! Let go, get off me! Get off me! I'm not going anywhere until he's on board. Watch. He's there! He's there! Stop! Get the life back! Get the life thing! Throw it over! Throw it over! Un jeune homme avait escaladé son propre balcon pour se retrouver sur le toit d'un canot de sauvetage, apparemment après une dispute avec quelqu'un dans sa cabine. La sécurité l'avait repéré sur les caméras du navire et s'était précipité pour tenter d'intervenir. Mais au moment où ils arrivèrent, il avait disparu. Emporté dans l'immense océan noir en contrebas, personne ne le revit jamais. Au lever du soleil, l'ambiance à bord changea. Les rires, la musique, l'énergie insouciante avaient disparu. On aurait dit que toute la croisière avait été mise en pause. Les passagers restaient groupés, à voix basse, scrutant l'horizon depuis les rambardes, observant, attendant. Toujours rien. Des bateaux de la garde côtière arrivèrent plus tard, mais aucune trace de lui n'était visible. Aucun corps, aucun vêtement,
juste l'océan. À ce moment-là, personne ne savait vraiment ce qui s'était passé. Certains disaient qu'il était ivre, d'autres pensaient qu'il avait peut-être sauté de lui-même. La seule chose certaine était qu'il ne reviendrait pas. Et pourtant, quelque chose d'encore plus troublant commença à se dévoiler peu après. Au début, les responsables de la croisière affirmèrent que l'incident était le résultat d'une dispute domestique. Ils déclarèrent qu'Elbaz avait sauté de son plein gré, mais sa famille contesta fermement ces propos. Selon leur avocat, Mike Winkelmann, Elbaz et son mari avaient été victimes d'insultes homophobes de la part de membres d'équipage tout au long de la croisière. Cette nuit-là, les tensions auraient culminé lors d'une confrontation avec le personnel. À la suite de l'incident, le Brewers Sheriff's Office mena une enquête et conclut qu'Elbaz avait intentionnellement sauté depuis le balcon. Royal Caribbean affirma que leur personnel avait agi correctement et nia toute altercation physique avec Elbaz. Malgré ces conclusions, la famille d'Elbaz et leur avocat, Michael Winkelmann, continuèrent d'affirmer qu'il avait été la cible de remarques anti-gays de la part de membres d'équipage, ce qu'ils considèrent comme un facteur ayant contribué à ce tragique événement. Le corps de Bernardo Elbaz ne fut jamais retrouvé, et quelque part, son histoire continue de dériver silencieusement sous les vagues. Si cela vous a surpris, la prochaine histoire vous laissera sans voix.